Au Tibet, la partie principale du plateau tibétain est surnommée le toit du monde. Tout le long des routes de ces lieux peu habités, la diversité naturelle et culturelle se fait ressentir. Sur plus de 1,2 million de kilomètres carrés, chaque portion de route porte en elle le mode de vie de la population et les croyances locales. Au mois de février du calendrier tibétain, à 4 km au nord de la ligne très fréquentée Qinghai-Tibet, le Rangtso, un affluent du lac Serlingtso, reste gelé durant le long hiver du Tibet. Dans le village de Phula, au bord du lac, vit la famille de pasteurs de Chimét Dorje. Au petit matin, Chimét Dorje va ouvrir la bergerie afin que les moutons sortent pâturer. Il y a quelques années, le gouvernement a fait construire des bergeries chauffées dont profitent les bergers de la région. Ils y sécurisent les agneaux lors des grands froids hivernaux. Aujourd'hui, la famille de Chimét Dorje possède plus de 200 moutons et 50 yaks. Avant cela, les bergers devaient effectuer la transhumance vers des pâturages à des kilomètres de là pour que les animaux puissent survivre à l'hiver. Après en avoir fini avec la transhumance, la famille a décidé de s'installer au lac Rangtso. Ils y resteront pour le pâturage en attendant l'arrivée du printemps. La zone pastorale des hauts plateaux est le berceau de l'élevage tibétain. Au fur et à mesure que l'altitude diminue, dans la zone agricole située au bord du lac Yamdrok-tso, le village de Seudwo, surnommé village des îlots, se prépare au labour printanier. Penpa Tashi, la cinquantaine, et son épouse Pagor sont occupés dans leur propre champ. Semer le seigle est le moment le plus important pour les fermiers des hauts plateaux. Tous leurs espoirs, ils les placent dans cette terre. La famille de Penpa Tashi vit ici depuis de nombreuses générations. Ces derniers jours, il reste posté près du rivage durant de longs moments, comme s'il attendait quelque chose. En début de soirée, les résidents se réunissent au comité du village. Le village ne compte que quelques dizaines d'habitants. Il se prépare à mener une mission vitale pour la communauté. En avril du calendrier tibétain, un groupe de visiteurs venant de loin a mis un terme au silence hivernal du village. Les oiseaux migrateurs ont achevé leur retour dans le nord, le voyage le plus long et le plus difficile de leur vie. Des milliers de mouettes du Tibet, de sternes et d'oies à tête barrée vont arriver sur les îles près du village de Seudwo afin d'y construire leur nid et de se reproduire. Comme ils le font tous les ans, les villageois ont installé des tentes non loin des îlots. Selon le règlement du village, chaque famille doit envoyer un homme adulte pour veiller pendant la nuit à tour de rôle sous la tente jusqu'à l'automne, au moment où les oiseaux migrateurs repartent à nouveau vers le sud. La protection des oiseaux a commencé il y a plusieurs jours.
Ce soir, ce sera son tour d'aller passer la nuit sous la tente. Pendant la nuit, Penpa Tashi patrouille seul autour de la tente afin de surveiller si le bétail ou d'autres animaux sauvages n'essayent pas d'entrer. Malgré l'existence du filet de protection, les animaux sauvages de petite taille sont capables de pénétrer, surtout de nuit. Grâce à la présence de ces hommes, les prédateurs n'osent pas s'y risquer. Penpa Tashi a terminé sa garde. Avant de rentrer chez lui, il a distribué de la farine sur les îlots pour nourrir les oiseaux. C'est une habitude que les habitants du village ont depuis des années. En plus de sa mission de protéger les oiseaux, Penpa Tashi est aussi chargé de la santé des habitants. Il est en effet le seul médecin du village. Après l'inventaire des médicaments, il s'apprête à aller chercher les produits manquants à l'hôpital du canton, à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la rive. La route menant au chef-lieu du canton est la route du lac de Yamdrok-Tso. Cette route toute plate suit le lac tout en douceur. Les interactions entre toutes ces formes de vie alternent au rythme des saisons. En un rien de temps, l'été arrive dans les pâturages de Rangtso. L'herbe est déjà haute. Chimet Dorje est prêt pour la saison la plus fertile des plateaux et l'arrivée d'une nouvelle vie. Alors que la prairie passe au vert, le troisième fils de Chimet Dorje, Riksang, et sa femme, Udro, accueillent leur premier enfant. Riksang fait partie des gardes de la ligne ferroviaire Qinghai-Tibet. Sa brigade se situe à quelques kilomètres de chez lui. Dans le nord du Tibet, l'hiver dans les prairies dure 7 à 8 mois. Patrouiller le long du chemin de fer à l'extérieur, à -30, n'est pas tâche facile. Depuis plus d'1 an, les épreuves ont fait mûrir ce jeune père. Sewang, le fils aîné de Chimet Dorje, est rentré de l'université de Lhasa pour passer les vacances. Les deux frères sont allés pâturer ensemble. Comme ils le font depuis leur enfance, ils aident leur père à s'occuper du troupeau de la famille.
Tarunda chupa. Auparavant, les bergers étaient comme des oiseaux migrateurs, voyageant au loin pour rejoindre les verts pâturages. Alors que le mode de vie nomade s'éteint progressivement, les bergers se sont modernisés. Leur cadre de vie est plus confortable et l'approvisionnement en nourriture plus sécurisé. Ainsi, la population peut prolonger ses traditions et son savoir-faire. Le soir, le troupeau est de retour, rassasié. Pour leurs bergers, ils seront assurément une récompense. Les femmes sont les plus douées pour traire les vaches pour avoir du lait frais. Aujourd'hui, outre leur propre consommation, le lait est envoyé à la coopérative des éleveurs du bourg. Le lait biologique est une denrée très demandée. La route Qinghai-Tibet, située à proximité de la maison, valorise les produits laitiers locaux tout en rapprochant les gens du coin. L'été est la plus haute saison du tourisme au Tibet. La route Qinghai-Tibet est devenue la ligne d'or pour les automobilistes. Il fera bientôt nuit. Un groupe de touristes fait une visite surprise chez le berger. 我现在是从格尔木过来，昨天住的是滹沱河，我们就想就是走到哪儿看哪块风景好，我们就住到哪儿了。就所有的风景在这儿，山水河流、草原、牦牛、羊，就是全部都有了，包括这一路我们看到藏羚羊、藏野驴，没有别的地方不需要再去了。 Ils reprendront la route au petit matin. En cette saison où la prairie est la plus verte, les visiteurs étrangers deviennent vite de bons amis. Les routes relient des milliers de foyers tout en aiguisant les envies de voyage et de découverte. Au petit matin, Drolma attache des paniers de bambou autour de la taille de ses filles, Tseji Drolma et Lamo. Tout est prêt. Mère et fille traversent le village et se dirigent vers la colline située à 1 kilomètre de là. Chaque année, les courants chauds de l'océan Indien, qui passent par le canyon de Yarlung Tsangpo, entraînent des précipitations abondantes. Le climat brumeux fournit un terreau idéal pour les plantes. À 30 degrés de latitude nord et à une altitude moyenne de 2250 mètres, les théiers qui poussent ici atteignent leur zone limite. Voici la région du thé du Tibet, la plantation la plus haute au monde, Igong. Par rapport aux plantations des plaines, la récolte du thé sur les hauts plateaux est relativement tardive. Après le mois de mai du calendrier tibétain, le thé est prêt à être cueilli. Dans la brume du matin, les 3 silhouettes que l'on voit dans le champ sont en train de cueillir le thé avec des gestes assurés. Cette cueilleuse de thé est déjà maman de 2 filles. Ce champ de thé, ainsi que la méthode manuelle de cueillette des bourgeons et des feuilles, elles les ont reçus en héritage.
Avant le coucher du soleil, le camion envoyé par l'usine de thé est bien arrivé à l'entrée du village. Le prix est déterminé au poids. Le dur travail des producteurs de thé reçoit une récompense nette et directe. Les feuilles de thé fraîches, qui constituent la matière première, sont transportées à l'usine de transformation dans les meilleurs délais. Après une nuit de séchage, le thé fait l'objet d'un processus de traitement complet. Durant la saison du thé, Boudard se présente tous les jours à 8 h du matin à l'atelier de transformation. Étant l'un des responsables de l'usine, il doit contrôler la totalité des indicateurs techniques du processus de production. Boudard est né dans cette région. L'usine de thé est comme sa maison. Comme la plupart des jeunes, il voulait vivre en ville. Il a été admis dans une université de Beijing pour apprendre l'anglais, une spécialité sans rapport avec le thé. Mais pour ses 30 ans, il est revenu dans sa région d'origine pour travailler dans cette usine de thé. Il vend désormais du thé de Igong au Canada. Le camion qui transporte le thé roule en longeant la route sinueuse de Igong. Il emmène vers des pays lointains le goût de la terre et la chaleur des gens du haut plateau. C'était autrefois une région sans thé et un territoire difficile d'accès. Les producteurs de thé de Igong, qui cultivent le thé sur cette jeune plantation, s'éloignent du passé en créant leur propre histoire. L'histoire évolue sans cesse. Par le passé, le Tibet ne produisait pas de thé et n'avait pas de route moderne. Sur l'ancienne route du thé et des chevaux, au son des clochettes, les chevaux conduisaient les marchands de Yorkalo. Le thé du Hunan et le sel du Tibet s'échangeaient ici. Aujourd'hui, la route nationale G214 et le fleuve Lansang traversent les monts Hunling et relie le Hunan et le Tibet. En septembre, durant la saison des récoltes, au village de Yorkalo, la famille de Tashi Wangdu vendange du Cabernet Sauvignon dans son vignoble. À 2400 mètres d'altitude, un ensoleillement abondant et chaud donne à la terre une texture de sable grossier, et ce, sans perte d'humidité. L'étroite vallée de la rivière est devenue un conduit naturel de ventilation, apaisant la chaleur sèche permanente présente ici. Ainsi, le microclimat est propice à la culture du Cabernet Sauvignon. Ici, la fabrication du vin rouge est simple et traditionnelle. Pour produire du vin de qualité avec un niveau de douceur et d'aigreur modéré,
Tashi Wangdu connaît le secret de l'élaboration en termes de durée et de température. Après un mois de fermentation, le vin est prêt à être consommé. Il y a 150 ans, des missionnaires français apportèrent des pépins de raisin de leur pays natal pour les planter dans des parcelles au bord du fleuve Lansang. Ils ramenèrent aussi avec eux la Bible. Comme la plupart des Tibétains, Tashi Wangdu est bouddhiste. Sous le principe de liberté de croyance, chaque membre de la famille peut vénérer la divinité qu'il veut. Pour la plupart des gens dans le monde, cela peut sembler un peu surréaliste. Et voilà que l'on entend un son de cloche à l'entrée du village. C'est la cloche de la seule église du Tibet. Se rendre à l'église le dimanche pour la messe est la priorité des catholiques de Yorkalo. Marie porte des vêtements propres. Elle se rend à l'église avec sa mère. Pendant la haute saison, c'est le seul moment de la semaine où les habitants ne sont pas obligés d'aller travailler dans les champs et sur les terrasses de sel. Les terrasses de sel de Yorkalo sont les seules utilisant encore la technique de séchage artisanal sur l'ancienne route du thé et des chevaux. Aujourd'hui, le sel artisanal dont le peuple de Yorkalo était autrefois si fier n'est plus leur ressource principale. La famille de Tashi Wangdu loue par conséquent ces terrasses à d'autres exploitants. Pendant la basse saison, lorsque le mont principal de Tameiyong commence à être enneigé, Noël est au rendez-vous. Les gens sont bien habillés, heureux et solennels. Ils chantent et ils dansent ensemble toute la nuit. Voici le plus beau moment de l'année à Yorkalo. Noël passé, Maria, la petite fille de Tashi Wangdu, revient du lycée de Chamdo. Comme d'habitude, il l'attend au bord de la route nationale 214. Les routes raccourcissent les distances géographiques et témoignent de la trajectoire que suivent nos esprits et de nos émotions. Comme la foi, comme les oiseaux et les raisins, comme les thés alpins et les troupeaux de bovins et de moutons, les gens sur ces hauts plateaux vivent leur vie autour de ces longues routes sinueuses et infinies. la
绕旭日之谷。好心是路的归属，梦是轮回的旅途。我们是高山的云朵，我们是草原的雪花，让我们穿越阳光，尽头高山之巅。我们是高山的云朵，我们是草原的雪花，仰望高山与星辰，因为心里有歌。我们是高山的云朵，我们是草原的雪花，让我们穿越阳光，尽头高山之巅。我们是高山的云朵，我们是草原的雪花，仰望高山与星辰，因为心